Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Sport Palabre. Cette fois-ci, c'est la bonne. Dans quelques jours, le MMA est autorisé dans l'un des derniers bastions qui se refusait à lui, la France. Ok. Et après, qu'est-ce que ça va changer ? À quoi s'attendre ? Une ligue, des championnats, du spectacle, des nouvelles stars, des médias spécialisés, des émissions en pagaille sur toutes les chaînes. Qui va décider ? Quelle va être l'autorité responsable du MMA français ? Qui sont les futurs partenaires ? Chacun va-t-il pouvoir faire ce qu'il veut de son côté ? Qui va protéger les combattants, gérer leurs droits, leurs contrats ? Est-ce que, comme le foot, la France va être la première destination pour tous les jeunes combattants africains en quête de gloire et de succès ? Comment éviter les dérives ? C'est de tout ça dont nous allons parler maintenant. Donc, MMA, qui dit MMA, dit catégorie plus. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois sur le plateau de Sport Palabre, Monsieur Robin Ouachou. Bonjour Robin. Bonjour. Directeur général de Vivendi Sport et président de la Ligue Ares. Alors, qu'est-ce qu'Ares ? On va en parler longuement pendant cette émission. Pour rester un peu dans Ares, un combattant, un vrai combattant MMA, Grégory Baben. Bonjour Grégory. Bonjour. Grégory, vous faites partie de la Hatch Academy et vous allez participer à cette Ligue Ares dont on va parler pendant toute l'émission. Du MMA sur Stade Afrique sans lui, c'est absolument impossible. Je le dis, je le redis et je ne cesserai de le dire. C'est Monsieur Fernand Lopez. Salut Fernand. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Alors Fernand, en plus de la MMA Factory que tout le monde connaît en France, c'est aussi le directeur technique, le directeur sportif de toujours cette Ligue Ares et quelqu'un qui va avoir son objectivité due à sa profession et qui est un vrai spécialiste pour le coup, c'est Antoine Simon. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Journaliste RMC Sport, journaliste spécialisé dans le MMA. Justement, je vais vous poser la première question. Je le disais en préambule dans l'émission, enfin au préalable. Est-ce que cette fois-ci c'est bon ? Le MMA est-il autorisé à partir, on a entendu que dès janvier, ça y est, on pouvait s'en donner à cœur joie, est-ce que c'est bon ? Alors je préfère être mesuré dans mes propos. Ça fait des années et des années qu'on dit le MMA va se débloquer en France et ça se débloque pas. Maintenant, il est vrai. Non mais regardez pas Fernand, c'est pas lui qui décide. Hein. C'est pas lui qui décide, c'est sûr. D'ailleurs, d'ici, je suis le seul, j'imagine, qui n'a rien à voir avec l'organisation ARES, qui a vraiment un regard extérieur sur tout ça. Et je peux vous dire qu'on n'a jamais été aussi proche de légalisation du MMA en France. Maintenant, c'est pas encore fait, j'attends de voir. D'accord. Fernand, c'est fait. Vous avez tout fait pour. Non, je pense qu'il a raison. Il a raison d'être prudent. Tout est fait pour. Les autorités ont fait. Enfin, en tout cas, la ministre de tutelle a fait ce qu'il fallait pour que ça avance. Elle a fait avancer les choses. Elle a donné le ton sur ça et on a une date, une périodisation des choses qui sont en train de se dérouler et on sait que d'ici janvier, ça sera fait. Robin, qu'est-ce qui ferait que cette fois-ci ça marcherait pas ? Écoutez, on sait toujours qu'il y a le temps politique, il y a aussi le temps de l'action. Maintenant, espérons que les deux calendriers corroborent au vu de tout ce qu'il y a à faire dans la discipline. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on ait le débat, je dirais, naïf de croire que le MMA ne se fera n'a pas sa place dans la cité pour des basses raisons de mœurs ou encore c'est un sport aujourd'hui qui est pratiqué, qui est régulé. Il y a de nombreux pratiquants de ce sport en France et de par le monde. Il est peut-être temps qu'on fasse tout simplement les choses bien. Alors on va terminer le tour de table. Grégory, vous, en tant que combattant, qu'est-ce que ça change que ce soit autorisé en France ? Ça ne vous empêche pas de vous entraîner, ça ne vous empêche pas de pratiquer. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Ça va changer pas mal de choses. Il faut savoir qu'on a, pendant longtemps, nous, combattants, peu compté justement sur le fait que ça soit légalisé parce que justement, on nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Maintenant, on y voit un petit peu plus clair, on y croit un petit peu plus et là, cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'y croire. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Ça pourrait changer pas mal de choses, notamment en termes de pouvoir vivre pleinement de sa passion. Beaucoup de combattants ou de sportifs dans le monde comptent justement pour pouvoir vivre de leur passion sur les sponsors et toutes ces choses-là. Là, pour l'instant, n'ont pas lieu du fait de oui, en tout cas, quand on trouvait des sponsors qui pouvaient nous aider dans notre chemin, c'était plutôt des équipementiers ou des entreprises qui avaient un rapport direct avec le combat. Là, on va pouvoir voir un petit peu plus large, donc ça pourra nous permettre de nous consacrer pleinement à notre profession. Robin,
On a fait plusieurs émissions dans Sport Palabre autour du MMA, Fernand le sait, et je fais exprès d'à chaque fois de revenir sur ce point. Il est dit, il est entendu, peut-être qu'Antoine pourra confirmer ce que je dis, qu'en fait, c'est surtout d'autres fédérations qui ont bloqué cet accès du MMA, notamment la fédération de judo, avec son président qui a fait une mauvaise presse, qui a attaqué le MMA dans tous les sens. Après, on a dit que c'était la boxe qui voulait récupérer le MMA. Enfin, il y a un petit peu une guerre de chapelle, là, comme ça. Est-ce qu'ils ont tout simplement peur de la concurrence? Est-ce qu'ils ont peur du monstre MMA qui va écraser tout sur son passage? Est-ce que c'est ça? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, tout au moins depuis ce temps. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont dites. Force est de constater que le MMA va forcément concurrencer les autres disciplines et les autres sports de combat, mais je reste toujours convaincu, je ne suis pas un spécialiste comme Fernand. Aujourd'hui, dans le MMA, on retrouve des anciens boxeurs, des anciens judokas, des gens qui ont fait du kickboxing. Je pense que cette pluralité, cette variété-là, fait aujourd'hui qu'il y a un art qui permet à tous ces passionnés de s'exprimer dans un sport de combat. C'est une réelle plus-value par rapport aux autres. Bon, maintenant, quand on voit l'engouement qui est sur le MMA dans le monde, quand on voit tout ce qui se structure au monde, autour de ça, force est de constater et de penser aussi qu'il y a de belles perspectives. Maintenant, charge à nous de créer un environnement qui soit réglementaire ou légal pour que cela se fasse dans le respect des règles de la République, tout simplement. Alors, messieurs, ce que je vous propose, avant de reprendre notre conversation, c'est de regarder un sujet qui récapitule un peu déjà ce qu'on vient de dire, un sujet d'Asie et oui, on regarde le MMA. C'est maintenant. Ce n'est sans doute plus qu'une question de mois, la pratique du MMA en France devrait être prochainement légalisée, probablement au cours de l'année 2020, au terme d'une lutte acharnée des défenseurs de cette discipline avec les autorités françaises. Un phénomène auquel l'Afrique n'échappe pas, puisque les galas et autres événements de promotion ne cessent de se multiplier sur le continent. Perçu par beaucoup comme un nouveau moyen de se faire une place dans le monde du sport professionnel, les combats dans l'octogone se font de plus en plus populaires en Afrique. La Lomé Fight Night, l'un des événements de MMA les plus importants sur le continent, est l'illustration parfaite de cet essor. Créée en 2016 sous l'impulsion des amoureux du mixed martial art au Togo, cette soirée a rencontré un tel succès qu'elle est passée depuis 2018 à un rythme biannuel. Une émergence des combats en octogone en Afrique que l'Ares Fighting Championship va selon toute vraisemblance venir considérablement renforcer. Dernière concurrente en date de l'Ultimate Fighting Championship, la principale fédération de MMA dans le monde, cette institution verra officiellement le jour le 14 décembre prochain à Dakar à l'occasion du lancement de l'Ares One. Première fédération de MMA implantée en Afrique, l'AFC a décidé de miser sur le continent, véritable terre d'avenir de la discipline aux yeux de plusieurs grands noms du milieu. Et ce ne sont pas les Nigérians Kamaru Usman et Israël Adesanya, premiers champions africains de l'UFC, ou encore le franco-camerounais Francis Ngannou, véritable star des octogones, qui viendront contredire cette idée. Ouvert aussi bien aux hommes qu'à la gente féminine, le MMA africain se démarque des autres disciplines sportives de par la mixité de ses participants, une originalité qui lui permettra sans doute d'attirer dans ses rangs de nouveaux adeptes des sports de combat. Désormais implanté dans plusieurs régions du continent, le MMA semble donc déjà se situer à un tournant de sa jeune histoire et son essor soulève plusieurs interrogations quant au devenir de la scène sportive africaine. L'émergence de champions africains de MMA va-t-elle provoquer le déclin des autres disciplines de combat, à l'instar de la boxe et du kickboxing désormais moins en vue sur le continent? La popularisation de la discipline et la probable naissance de nouvelles fédérations va-t-elle redistribuer les cartes du marché économique du sport en Afrique? Et enfin, le MMA va-t-il réussir à détrôner le football, sport numéro 1 dans la sphère sociale africaine, et ainsi devenir le premier ascenseur social du continent? Beaucoup de choses dans ce sujet, Fernand. D'abord, un petit coucou à Rizlen, qu'on a vu en action dans le sujet. Jolie gauche. Fernand, là, on voit quand même l'empreinte du MMA en Afrique. Le nom de l'émission, c'est MMA en France, top départ en Afrique. Alors, on va finir par parler de Ares. Pourquoi? Alors, d'abord, c'est quoi cette nouvelle ligue? D'où ça sort? Comment c'est venu? Pourquoi créer une ligue pour être en place par rapport à la France? C'est quoi? C'est un championnat? C'est un show? Expliquez-nous un peu ce qu'est Ares, véritablement, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Dans le petit documentaire, on parle du premier show de MMA en Afrique. Ce n'est pas correct. Il y a plusieurs shows qui existent déjà en Afrique, notamment... Le premier show Ares. Voilà, premier show, Ares, effectivement, mais le MMA existe en Afrique déjà depuis longtemps, c'est important de le dire. Ares arrive avec quelque chose de très novateur. C'est la première organisation afro-européenne. L'idée, en fait, c'est d'apporter
du MMA de qualité sur tout ce qui est le monde digital et puis en présentiel, aux 1,3 milliard d'Africains, qu'on leur apporte de la qualité du MMA et à la population française qu'on apporte aussi du MMA. C'est pour ça qu'on parle de la première organisation afro-européenne avec l'envie d'être une organisation majeure. Voilà. Robin, quand Fernand parle de qualité, on parle pas, je n'ai pas l'impression qu'il parle des combattants, on parle de l'organisation. En fait, on est en train de mettre les petits plats dans les grands, quoi. On est en train de mettre en place une vraie structure pour porter haut et fort ce qu'est le MMA, ce que représente le MMA en Afrique et notamment en Europe. C'est ça. En fait, si on parle de la partie purement organisation, il n'y aura pas de différence entre l'événement qu'on aura en France à Bercy que celui qu'on aura à Dakar. Pourquoi il va y avoir un événement à Bercy? Ah non, je ne sais pas, peut-être. Mais cela étant, l'idée, c'est il y a quelque chose aussi, c'est d'inverser vraiment l'approche. C'est de dire, comment est-ce qu'on peut permettre à tous ces combattants africains de rivaliser avec leurs pairs, mais sur le continent africain? Déjà, c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent, on organise toutes les compétitions ailleurs. Mais là, on va permettre à des gens qui viendront des 4 coins du monde de venir sur le continent rivaliser pour une compétition digne de ce nom. Et, lorsque ce sera le cas, si jamais c'est légalisé en début d'année, permettre aussi à ces Africains et à d'autres personnes de venir rivaliser en plein cœur de Paris aussi, autour d'une compétition. Mais selon les standards et un cahier de charges qui correspond aux normes internationales, selon une structuration qui correspond aux meilleures ligues mondiales. C'est pas parce que c'est l'Afrique qu'il faut que ce soit sous-catégorisé, quoi. Il faut que ce soit... Nous n'avons même pas osé penser cela, parce que ce serait un contresens. Grégory, vous qui êtes africain, est-ce que vous allez donc, je le redis, participer à l'ARS le 14 décembre à Dakar, au musée de... Sur l'esplanade du musée des civilisations et du Grand Théâtre. Absolument. Est-ce que pour vous, en tant qu'Africain, ça représente quelque chose de plus? Est-ce que ça va être un combat différent des autres? L'approche, est-ce qu'elle va être différente? L'approche, non. L'approche, non, parce que je prépare tous mes combats de la même manière, c'est-à-dire qu'avec sérieux. Et, ça change quelque chose, oui, parce que je suis d'origine sénégalaise. Et combattre à Dakar, c'est significatif pour moi. Donc il va y avoir toute la famille présente. Donc oui, c'est symbolique pour moi. La pression? La pression, non. L'envie de bien faire, oui. Comment on voit ça du point de vue sportif, journalistique, du point de vue extérieur, cette nouvelle Ligue ARS, comment vous l'apercevez, vous? C'est très intéressant et je pense que quelque part, Fernand et Robin préparent l'arrivée du MMA en France. Et quel meilleur moyen de préparer une organisation, préparer des événements, que de se faire la main ailleurs. Voilà. Et à Dakar, on sait que là, ils ont... une belle structure, ils ont organisé un très bel événement, une carte internationale, où on a des combattants qui sont venus des 4 coins du monde. Et je pense qu'on peut espérer avoir ça par la suite en France. J'imagine que c'est ce qu'ils visent. Et pour ce qui est de Grégory, qui a combattu lui dans les plus grandes organisations mondiales, effectivement, combattre à Dakar, combattre aux États-Unis, combattre en Asie, ça ne change pas grand-chose. Le fait de combattre à domicile, c'est important, et surtout le fait de combattre au sein d'une nouvelle organisation qui potentiellement peut développer le MMA en Afrique. Je pense que c'est ça vraiment qui doit lui mettre du baume au cœur et l'inciter à bien faire, effectivement. Mais Fernand, le MMA, l'Afrique, c'est le nouveau berceau du MMA, c'est-à-dire que c'est là qu'on va trouver les plus grands champions. C'est sur ça que vous pariez, parce que on en parlait hors plateau. Un des gros points forts du MMA actuellement vis-à-vis de tous les autres sports de combat, c'est sa modernité, dans le sens où c'est un des sports les plus multiraciales, multiculturels. Il y a des combattants de partout, tchétchènes, chinois, japonais. Là, on le voyait moins à la boxe, on le voyait moins dans d'autres catégories de combat, ou qui étaient un peu des niches pour certains pays. C'est aussi un sport qui est moderne dans le sens où tout de suite, il y a eu les femmes. Mais pourquoi miser particulièrement sur l'Afrique? Hormis le fait que vous êtes africain, est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce qu'il y a, vous, votre maîtrise de ce sport, vous savez que c'est là qu'il faut miser? Je pense qu'aujourd'hui, on a des indicateurs, les grands indicateurs du fait que ce soit l'Afrique soit vraiment dans le bon collimateur et l'ADN qu'il faut, c'est ce qu'on voit au plus haut niveau. Avoir 2 champions de l'UFC d'origine africaine, notamment Ousmane Camaro, je pense à Ousmane Camaro et Israël Adesanya, d'avoir un contender numéro 1 comme Francis Ngannou, c'est un indicateur de ce qui se passe en Afrique, de ce qui est
qu'est-ce qu'il y a comme potentiel africain. Mais au-delà de ça, on est sur un sport qui s'adapte au digital, à la communication digitale. Et on sait aujourd'hui que l'un des plus gros marchés sur ce qui est du pay-per-view, malgré le pouvoir d'achat en Afrique, montre qu'on a des personnes qui ont tendance à se connecter rapidement sur les réseaux sociaux pour pouvoir capter le sport entertainment comme le MMA. Et donc, on pense vraiment, je pense que c'est le futur. Les grosses organisations le pensent, je pense que c'est le futur. Et au-delà de ça, je suis d'origine africaine et je pense qu'il est de mon devoir d'apporter un côté RSE à la dimension et d'apporter le développement de la pratique de masse des sports de combat, de l'éducation à des coachs africains et c'est ma manière de pouvoir aider. Robin, moi ce que j'entends, c'est qu'en fait le patron du MMA, c'est les médias, les réseaux sociaux, c'est un produit purement dédié au spectacle, quoi. En fait, c'est du spectacle, c'est... Tous les spectacles aujourd'hui, dire que ce sont les patrons, que ce sont les acteurs majeurs. Aujourd'hui, quand vous produisez un contenu, ceux qui peuvent le diffuser en sont la clé. Voilà. Après, sur le continent aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on a une masse critique de la population qui est jeune, on sait que les sports de combat font partie de l'ADN du continent. C'est pas quelque chose qu'on innove. C'est les sports de combat, l'esprit guerrier, compagnie de la lutte sénégalaise ou encore de pays, ça fait partie de l'ADN. Et quelque part aussi, c'est comme disait Fernand, c'est la possibilité. Nous parions sur l'Afrique, le groupe l'entité que je représente parie sur l'Afrique, mais au lieu de le faire juste au-delà de discours, c'est on prend des paris comme cela, de se dire qu'aujourd'hui, on a quelques champions dans le MMA qui sont d'origine africaine, on est persuadé que dans ce vivier, sur ce continent qui est large et vaste et divers, il y a d'autres talents encore, il y a d'autres talents à aller chercher, mais surtout, on a aussi la modeste ambition de participer à l'éclosion de quelque chose, à la structuration d'un environnement. Il n'y a rien. Il existe des choses aujourd'hui, il existe des prémices, mais on va essayer d'apporter notre expertise, notre envie, pour essayer de tirer ça vers le haut. Voilà, ça va être, j'ai souvent l'habitude de dire que ce sera le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous sommes très fiers de pouvoir organiser la soirée de Dakar avec des Sénégalais, avec des Togolais, et avoir des Asiatiques qui viennent à Dakar combattre, c'est pas rien quand même. Quand vous mettez un Brésilien dans un avion en lui disant mais tu vas aller faire un combat de dimension internationale à Dakar, je suis sûr que quand son agent reçoit l'invitation, il se dit d'abord entre les préjugés sur les moustiques et tout le reste, où est-ce que je vais? Mais quand il va se rendre compte qu'on peut et qu'on va organiser un événement de dimension internationale avec des standards qui correspondent à tout ce qu'il a par la suite, c'est une façon aussi d'écrire aussi l'histoire. Mais là, c'est surtout la possibilité de se placer en premier sur le MMA en France. Écoutez, vous savez, il y a un business derrière. Écoutez, non, nous ne sommes pas philanthropes, mais vous savez, il y a un vieux dicton qui dit les premiers en temps sont aussi les premiers en droit. Il faut y aller, il faut avoir le courage d'y aller. On est d'accord? On est d'accord. Antoine? On est d'accord. Parce que, il y a l'histoire, il y a le storytelling, bien sûr, mais il faut forcément un premier. Et puis, on sait que tout ça suit la grosse machine qui est l'UFC. L'UFC, c'est vraiment l'organisation qu'elle a développée. Mais effectivement, il y a un marché français à développer. Il existe déjà des compétitions en France, il faut en parler. En France, on n'a pas de MMA, on a du pancrace, qui est on va dire du MMA édulcoré, avec pas de frappe au sol, beaucoup de coups qui sont enlevés. C'est pas vraiment du MMA, mais ça s'y apparente, ça pourrait même être apparenté à du MMA amateur, ce qui fait que en France, on a quand même un circuit qui est en place avec des combattants qui ont une expérience. D'ailleurs, Greg a combattu plusieurs fois dans les règles du pancrace. Est-ce que Greg, tu considères que c'est une expérience similaire au MMA? Oui, ça t'a permis de mettre un pied à l'étrier. On va dire que c'est une expérience similaire dans les sensations, parce que dans tous les cas, on sait qu'on va combattre face à une personne qui s'entraîne depuis 2 mois, voire plus c'est inhérent à tous les sports de combat. Greg. Oui, c'est clair. Donc après, ça change quelque chose de ne pas avoir l'appréhension des coups au sol, par exemple. Et ça change complètement aussi Ils sont en général assez définitifs, les coups au sol. C'est là que ça se concrétise, en fait. Ça peut se concrétiser de plusieurs manières, mais disons que ne serait-ce que les frappes au sol peuvent changer complètement le style de combat d'un lutteur qui fait pleinement que de la lutte, quoi. Et les frappes au sol vont clairement changer quelque chose, donc ça a son importance quand même. Oui, et puis au niveau spectaculaire, si le pancrace était si bien que ça, on ne parlerait pas de MMA, c'est qu'il y a quand même une différence, non ? C'est parce qu'on sait que, quand nous on est forcé entre guillemets en France de faire du pancrace, on sait que le Graal ça reste le MMA et que si tout était autorisé, forcément
on n'entendrait même plus parler de pancrace. Enfin, je pense. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Absolument. Je suis persuadé que le pancrace existe parce qu'il n'y a pas le MMA. Je pense que la lutte contact, le pancrace, c'est parce qu'il n'y a pas encore la logique interne. Le MMA est un sport à part entière, avec une logique interne, qui se passe dans un espace délimité, avec un temps limité. Enfin, tout est encadré, il y a des règles. Et donc, si on n'a pas encore cet espace-là, si on n'a pas cette logique-là, on n'est pas dans le MMA. Et là, pour la première fois, on aura sur le territoire français, probablement après décembre, l'occasion de pouvoir organiser cette compétition-là. Donc c'est quelque chose de bien, et les prémices, c'est d'apporter, de rendre ça possible avec de l'expérience comme Grégory Baben, qui a une grosse expérience. Enfin, je ne vais pas, si je commence à citer les organisations auxquelles il a combattu avec des victoires au M1, des victoires au Bellator, on n'en finit plus. Apporter cette expérience-là dans un territoire comme ça, avec des personnes qui vont apprendre de lui, c'est aussi développer le sport de masse. Mais justement, là, Robin, Fernand est en train de parler, il parlait des autres ligues. Vous vous attendez pas à être les seuls sur le business en France, quand même? Mais nous ne voulons pas être les seuls. Pour construire un écosystème, il faut être plusieurs. Nous n'avons pas l'impression d'être les seuls. Au contraire, je pense qu'il y a des facteurs, comme dans toute chose, hein, lorsqu'il y a de l'émulation et de la concurrence, il y a des critères qui vont nous permettre de nous départager. Voilà, le critère sportif, on travaille vachement sur la qualité. On va travailler encore à l'avenir sur la qualité de ce que nous allons proposer sur le plan sportif, la régulation de notre ligue, voilà, les contrôles antidopage, tous ces trucs qui font qu'une ligue est sérieuse, la partie arbitre et référentiel, la partie, tout ce qui est autour. Non, on travaille, vous dites, mais donc, vous savez très bien que quand quelque chose démarre, il y a une effervescence, tout le monde s'y met et ça devient souvent un grand n'importe. J'appartiens à une maison où on investit sur le long terme. Nous sommes patients. Nous croyons en l'avenir. On ne s'y installe pas pour partir dans 2 jours ou dans 2 ans. Nous allons construire notre ligue, nous allons construire notre marque. On va écrire notre histoire. Et l'avenir nous dira si nous avons été endurants ou pas. Antoine, l'UFC, ils ne vont pas laisser le gâteau, ils vont venir se mêler. Ils sont légitimes en plus. Comment ça va se passer, Fernand? Comment ça va se passer? J'ai l'impression que l'UFC, pour l'instant, laisse Ares faire. Voilà, pour prendre un peu la température, voir comment ça se passe en Afrique, parce que c'est un marché, bien sûr, que l'UFC... Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne soient pas intéressés quand même. Ils sont intéressés partout, l'UFC. Alors, ils laissent les autres démarrer quand c'est ce qui s'est passé également en Chine. Hein. On a vu que le marché chinois, c'est un énorme marché également, qu'ils ont voulu investir, et maintenant ils organisent des événements là-bas. Mais avant cela, voilà, il y avait différentes organisations sur place qui prenaient la mesure. Eux, ils se sont associés avec certaines personnes. Je pense qu'ils vont faire pareil avec Ares Fighting pour voir comment ça se passe dans un premier temps en Afrique, dans un second temps en France, même si en France, j'imagine que dès que l'autorisation et dès que tous les feux sont au vert, ils vont débarquer. Ça, c'est étrange. Pourquoi en Afrique, où, on le dit, il y a plusieurs pays, parce que rappelons-le, pour ceux qui ne sont pas africains, qui nous regardent, l'Afrique est un continent et non pas un pays, comment se fait-il que, potentiellement, là où il y a des millions de combattants, il y a des possibilités de faire des shows énormes, ils attendent pour voir. Là où en France, on est frileux depuis des mois et des années, et dès qu'il va y avoir un truc, ils vont venir tout de suite. Pourquoi? Je vais vous répondre, parce que je pense que le continent africain obéit à des règles variées diverses. Il y a une dimension culturelle, il y a une dimension US. Pour le pratiquer toutes les semaines et tous les mois, vous ne faites pas du business ou vous ne travaillez pas de la même façon au Cameroun ou bien à Abidjan ou encore à Kigali où j'étais il y a quelques jours. Et ça nécessite ce facteur d'expérience, on ne l'acquiert qu'avec le temps. Donc, que demain l'UFC s'allie à nous pouvoir travailler ou bien opérer sur ces territoires-là, ça a du sens parce que nous y sommes depuis fort longtemps, on sait comment ça se passe, on a un effet d'expérience. Et une entité comme l'UFC a cette intelligence de savoir quels sont leurs métiers, qu'est-ce qu'ils savent faire, où est-ce qu'ils ont besoin de lier des partenaires forts et où est-ce qu'il faut pas aller parce que c'est pas le moment. S'ils ont réussi à construire un truc aussi énorme, c'est bien parce qu'ils ont cette intelligence-là et cette vision stratégique. Vous avez combattu pour l'UFC? J'ai combattu pour le Bellator, qui est la deuxième organisation. On sent quand on passe d'une ligue à une autre, une organisation, des différences. Alors on va faire un parallèle avec le foot. Il y a des joueurs qui jouent dans des petits clubs de Ligue 1 et un jour ils partent en Espagne ou en Angleterre, ils arrivent, ils disent je fais pas le même sport. Vous avez senti ça aussi ou non? Pas forcément. En passant d'une organisation standard au Bellator par exemple. Oui, on le ressent. On le ressent de par l'organisation tout autour des combattants. Il y a un côté la gestion. Il y a
en tout cas, il se penche bien plus sur les besoins du combattant, et tout est régi, tout est sur papier, et nous on n'a qu'à marcher et suivre les pas, quoi. Donc c'est intéressant parce que nous, en tant que combattants, on est focus sur notre combat. Moins on a de choses à penser à côté. Et sera la performance. Et voilà, meilleure sera la performance. Et là, Robin va nous dire, c'est aussi à ça que va servir Arès. C'est génial parce que tu arrives à lire, tu vois, à lire dans mes pensées. Non, mais on a vraiment l'ambition, et là-dessus, que ce soit Fernand ou encore, parce que c'est vraiment un boulot d'équipe, hein, il y a plein de gens qui ne sont pas là. Nous travaillons ardemment depuis 1 an justement pour délivrer. Aujourd'hui, les critères d'exigence des sportifs sont tellement élevés. On veut produire un spectacle de qualité, on veut être la référence. Et ça ne se dit pas, ça se travaille, ça se construit, ça se produit. Et on a la faiblesse de croire qu'après le 14 au soir, les athlètes seront nos meilleurs ambassadeurs. Ils pourront dire, écoutez, on a assisté au début de quelque chose, on a fait quelque chose à Dakar qui nous a marqué. Fernand, un athlète Arès, est-ce qu'il peut aller combattre dans une autre ligue? Comment ça, il y a des exclusivités sur certains combattants, ou c'est la même chose pour tout? Il y a une règle uniforme? Comment ça se passe, ou c'est du cas par cas? C'est du cas par cas. Nous, dans notre cadre, on parlait tout à l'heure de la possibilité de concurrence avec l'UFC. Nous, on travaille en étroite collaboration avec l'UFC. Dans notre cadre et tout, on s'arrange à ce que tous les athlètes avec lesquels on est aient une exclusivité avec nous et n'aient pas la possibilité d'aller sur des organisations qu'on considère pas supérieures à la nôtre. Aujourd'hui, l'organisation qu'on considère supérieure à la nôtre, c'est l'UFC. Et on a une entente avec l'UFC. Hier encore, on était au téléphone avec l'équipe de l'UFC. Voilà. Et donc, on discutait de tout ça. C'est on a mis un protocole en place qui va faciliter la passerelle entre nos meilleurs athlètes sur le passage avec l'UFC. Et voilà, à chaque fois qu'on a un projet qui est correct, qui tient la route, on sait que l'UFC, rendez-vous compte, ils vont organiser une seule fois l'an en France pour le moment. Donc c'est prévu qu'en fin d'année 2020, l'UFC arrive en France. Donc si vous voulez, l'UFC a plutôt intérêt d'avoir un partenaire comme nous qui est là pour la durée, qui a la puissance de frappe de rester longtemps avec une qualité d'organisation dans la durée. Donc nous, concrètement, c'est vous dire, je ne sais pas si je me trompe, mais sur le contrat de Grégory Baben, c'est ce qui est marqué. Il est libre de partir à l'UFC à partir du moment où il aura fait les résultats et l'UFC aura choisi qu'il y aille. Aussitôt qu'il aura fait une belle performance, je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Mais en tout cas, on pense que les athlètes, au 15 décembre, au lendemain de l'organisation de notre événement, n'auront plus envie d'aller ailleurs. Nous, on fait tout pour qu'ils n'aient pas envie d'aller ailleurs. Alors, Arès plus fort qu'UFC, on voit ça en deuxième partie. Sport Palab, deuxième partie, MMA en France, top départ en Afrique, toujours accompagné de Robin Wetchou, Grégory Baben, Antoine Simon et Fernand Lopez. Robin nous a vanté tout l'intérêt de suivre et d'adhérer à la RS League. RS, c'est comment on l'appelle exactement? C'est RS Fighting Championship. RS Fighting Championship. Et effectivement, d'après, alors j'ironise un peu, mais c'est juste pour taquiner, mais effectivement, il va falloir, si, comme il est prévu que le MMA arrive en France, il va falloir avoir des structures pour encadrer, pour protéger, bien évidemment. Et justement, Robin, quelle va être la plus-value vis-à-vis des combattants au niveau contractuel, au niveau légal? Comment on va les accompagner pour éviter les dérives potentielles de tiens, on organise un truc dans un coin, des contrats un peu pas très stables, En fait, en vous disant ça, de manière assez maladroite, en vous disant ça, je pense à toutes les dérives que la boxe, par exemple, a pu connaître. Parce qu'on peut faire un peu cette analogie-là. La boxe, que l'on nomme le noble art, que la chaîne aime énormément, puisqu'on a reçu beaucoup de champions, on a vu toutes les dérives. On a vu des boxeurs se perdre dans des championnats, dans des tournois
limite proche de l'escroquerie, avec des gens pas très fiables autour, des paris truqués. En plus, il se peut que certains combats soient sur des paris en ligne. Comment on va pouvoir gérer tout ça? Est-ce que c'est aussi le rôle de l'ARES? Écoutez, je vais parler pour ma part. Après, je pense que pour la partie institution, Fernand sera plus à même que moi. Nous, à date aujourd'hui, les contrats que nous avons faits, nous avons pris la peine de veiller à ce que les intérêts des acteurs soient préservés. J'ai un passif un peu de syndicaliste. Vous comprenez bien que ça me touche un peu, que justement les intérêts des acteurs soient justement préservés. Et nous sommes aujourd'hui, pour vous donner quelque chose d'assez imagé, nos contrats sont quasiment identiques à ceux que vous avez à l'UFC. Nous refusons les intermédiaires ou encore les prête-noms parce qu'on ne veut pas participer aussi possible que ce soit à la création d'une micro-bulle avec des gens qui taxent et tout. On veut faire les choses dans le respect des règles et de la loi, tout simplement. Et pour ça, nous sommes inspirés de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est l'UFC. Donc sur le plan contractuel, nous avons les mêmes contrats que l'UFC. Sur le plan des process, ce sont les mêmes process qu'à l'UFC que nous avons chez RS. Sans aucune commune mesure. Fernand? On est exactement dans ce sens-là. L'idée, c'est d'apporter la clarté, la plus grande clarté possible. Il n'y aura pas de paiement possible en espèces ou quoi que ce soit. Tout est fait par virement. Les athlètes donnent leur relevé d'identité bancaire longtemps à l'avance et puis ils reçoivent. Tout est déclaré, tout est fait. Il n'y a pas de... Voilà. Tout est fait dans les règles pour qu'on ne soit pas... Pour que l'athlète puisse retrouver son droit à tout moment, qu'il ait des traces de ce qui s'est passé. On a un système médical qui est vraiment drastique. On demande une batterie d'examens aux athlètes qui fait qu'on sait que leur santé est préservée. On garantit aux athlètes le fait qu'il y ait des contrôles antidopage dans ce qu'on fait. Au niveau des commissions athlétiques, on a ce qui se fait de meilleur. Je peux annoncer ici ce qu'il y aura comme arbitre sur le plateau d'Arès. On a Léon Robbins, qui est l'un des arbitres principaux à l'UFC. On a Rich Michel, arbitre principal à l'UFC. Les juges, les 3 juges et tout sont des juges d'ELIMAF, de la Fédération internationale de MMA amateur. On a même les cutman, sont des personnes qui travaillent à l'UFC. Les 4 cutman qui sont sur place, qui vont faire des bandages et tout, c'est de l'UFC. Le staff, c'est un standard de très haut niveau. Il est hors de question qu'il y ait un souci, quoi que ce soit, où la dette soit pénalisée très longtemps à l'avance. La dette aura son calendrier de transfert de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, de l'hôtel jusqu'à la fin. C'est un protocole huilé. Voilà. Là, Fernand parle les arbitres, tous de l'UFC. À quand les arbitres ARES? À quand les juges ARES? À quand nous avons tout un volet. Vous allez un peu vite en besogne, vous savez. On fait la télé. C'est ce que je vois. Non. La création de la Ligue rentre dans un projet qui est beaucoup plus grand que ça, avec de la sensibilisation, avec de la formation. Et c'est là où une autre casquette de Fernand, parce que c'est encore son métier, et de tous ceux qui l'accompagnent, on va fournir du matériel. Par exemple, le 13 décembre à Dakar, nous organisons en prélude de la compétition un workshop où on fait venir des bailleurs de fonds pour discuter avec les instances sénégalaises comment est-ce qu'on finance les structures en local. Mais suite à ça, nous allons donner du matériel. Nous allons offrir du matériel à des clubs de boxe, de karaté, de MMA. Il y aura des séances de formation partout où nous allons passer. On va essayer, nous travaillons à faire quelque chose de vertueux. Voilà, l'idée, c'est pas juste de venir faire un show et de partir. Il y a tout un programme, on pourrait passer des jours aussi à présenter cela. Mais c'est simple. Suivez Arès sur les réseaux sociaux, suivez Arès à la télé, et vous comprendrez quel est le parti pris, et on écrira ensemble l'histoire d'Arès. Donc c'est le jour 1 d'une histoire. Grégory, pour en revenir à ce que disait Fernand, la traçabilité, l'encadrement, est-ce que quand on est un combattant, c'est des choses auxquelles on pense? Est-ce que vous avez vu des fois des gens venir vous solliciter en vous disant ça sent pas bon, c'est quoi? Est-ce que déjà il y en a qui gravitent autour des champions et qui se disent c'est la nouvelle timbale, c'est le nouveau Graal, c'est là qu'il va falloir faire de l'argent. Vous avez eu, ou vous êtes déjà, de par votre carrière et votre niveau de champion, déjà protégé, on vous connaît suffisamment pour pas se le permettre, ou comment ça? J'ai pas été approché de la sorte. Vous avez entendu parler des... Non? Non. Ça veut dire que quoi, que comme en France, c'est pas encore légalisé, il n'y a pas encore de dérive, c'est ça, Antoine? Non, ça marche pas comme ça. En fait, en France, on n'a pas de MMA, on a du pancrace. Mais si on regarde bien sur tous les événements de pancrace,
tout le monde n'est pas au haut niveau. Il y a plein de petits événements régionaux, il y a plein d'événements un peu confidentiels, des événements où, pareil, voilà, les promoteurs sont pas très clairs. Alors, je ne vais pas dire de nom, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais ça arrive déjà, et je pense que quand le MMA va arriver, ça va être exactement la même chose. Tout le monde va vouloir se lancer dans le MMA à sa hauteur, hein, bien sûr. C'est ce qui permettra aussi à Fernand et à Robin de se démarquer avec leur événement, puisqu'ils proposent quelque chose de qualité. Tout le monde n'a pas les moyens de proposer quelque chose de qualité, mais certains ont quand même envie d'organiser des événements, promouvoir les combattants locaux. Donc ça arrivera, il y aura des petites organisations avec des primes moins bien, avec des contrôles moins réguliers, avec plein de choses que Ares proposera et qu'eux ne pourront pas proposer, mais ça arrivera quand même et ça se développera de cette manière aussi. Alors on a l'impression que le MMA, c'est... Voilà, il n'y a que des combattants qui sont richissimes, qui vont gagner en McGregor, machin, on imagine que... Est-ce que c'est un fantasme ou effectivement on peut gagner correctement sa vie, Grégory, on peut gagner correctement sa vie en faisant du MMA ? En France, c'est jamais sans pallier à quelque chose d'autre. Ouais. Moi, j'ai passé des diplômes sportifs, notamment grâce à Lopez, d'ailleurs, que je remercie, qui m'a beaucoup aidé, qui me permettent aussi d'enseigner et justement de pouvoir me consacrer pleinement à ma profession. Ça veut dire que vous ne pourriez pas vivre juste de vos combats ? Non, parce que je vais vous parler de mon expérience au Bellator, par exemple. J'ai fait 3 combats pour le Bellator. Le dernier combat date d'il y a 2 ans. J'ai fait 3 combats sur quasiment 3 ans parce que justement j'étais français et pas forcément entre guillemets bankable pour eux qui il n'y avait pas de suite derrière, on pouvait pas. Et du coup au premier combat on m'avait dit bon si tu le gagnes ça va être un truc top. Je le gagne au premier round. On me dit le deuxième, attention, si tu le gagnes, ça va être bien, tu vas forcément affronter un top 5 de la catégorie. Je le gagne aussi au premier round. Le troisième aussi, pareil au premier round. Derrière, j'ai pas forcément, y a pas forcément eu de suite, donc on était en renégociation et c'est là que Lopez est arrivé avec Ares. Alors Lopez c'est d'abord un ami, donc. Le Fernand. Hein. Ouais. Fernand, on va dire Fernand, moi je l'appelle Lopez, désolé. Non. Et donc ouais, quand sa proposition est arrivée. Vous avez touché combien, on peut le dire, vous avez eu combien, ça vous a rapporté combien financièrement, pour avoir une idée? J'étais à $9,000 le combat, plus 3 000 ou 4 000 en cas de victoire. Donc comme ça peut paraître conséquent pour un athlète, mais il faut savoir qu'après il faut derrière, si les combats ne suivent pas, on va vivre sur justement nos réserves. Donc, tout est à vos frais en fait. Non, ils prennent l'avion et tout est payé. 3 fois 9 000 en 2 ans, ça fait 27 000 sur 2 ans, c'est pas énorme. Oui, mais bon, vous l'avez dit, ça fait pas énorme quand les combats ne s'enchaînent pas. Donc, comme vous étiez français, on ne pouvait pas miser sur vous et générer de la communication et du business autour, c'est ça ? C'est ce qui m'a plu justement chez Ares, parce que justement la promotion va être en Afrique mais aussi locale en France. Donc j'ai été séduit par le projet. Vous êtes dans quelle catégorie vous, de poids ? Middleweight, 84 kilos. Donc là, vous allez... Alors on va parler un peu justement de l'événement. Il y a quoi ? C'est un championnat ? Non, c'est pas un championnat, c'est juste un combat. Comment ça va se passer ? C'est pas un tournoi, ce sont des super fights. D'accord. Grégory va affronter Glenn Spav, qui est un Suédois, non, un Finlandais. Voilà, un Finlandais, un Scandinave en tout cas, qui a avec un bon niveau, grosse expérience aussi, pareil. C'est ce qu'on appelle la différence entre un super fight et un tournoi, c'est que il n'y a pas une suite logique dedans. Il y a juste le fait que quand on gagne, sur l'événement d'après, on est tout de suite remis sur la prochaine carte et tout. Et c'était l'idée, en fait, d'exploiter la double nationalité, la nationalité française de Grégory et plus ses origines sénégalaises, parce que sur les 2 marchés, autant aux États-Unis, il n'était pas vendeur pour le Bellator, autant pour nous, c'est une pépite, quoi, parce qu'il est vendable sur le marché africain sénégalais, mais il est surtout vendable sur la France, parce que
combien de fois il a fait des beaux combats en France et tout. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré, apprécié. On a combattu à la même période, sur les mêmes organisations à peu près sur la France. Et donc, voilà, on a fait beaucoup de voyages, on a fait des stages ensemble aux États-Unis pour aider sur la préparation de Dan Henderson de la Team Quest. Et puis donc, pour moi, c'était juste un honneur à 84 kilos, voilà, il y a peu de Français qui peuvent représenter et être très bons vendeurs sur le marché français que lui. Et donc, voilà, nous, à Arès, on compte beaucoup sur lui et sur l'image qu'il véhicule. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un combattant, c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs sur l'éthique, sur la déontologie, sur le fair play. Enfin, c'est des valeurs qui représentent un peu Arès. Robin, là, le prize pool, on le connaît, à l'américaine, on sait déjà combien va toucher le gagnant, combien va toucher le second, comment on définit le tarif, est-ce que c'est la même chose pour tous les vainqueurs de toutes les catégories, comment ça va se passer ? Je peux vous garantir une chose sans trahir le secret, c'est que les combattants chez nous sont très bien traités, mais surtout, il y a une transparence et une équité. C'est-à-dire, on s'est dit, quand on vient chez nous, il faut qu'on sache qu'à minima, on a un price money qui est de ce tarif. Voici les conditions, voilà comment nous sommes payés. Nous avons un cabinet comptable qui, localement, respecte le plan fiscal et les charges. Tout sera déduit et on recevra une fiche de paye à la fin. Voilà, tout est fait vraiment dans les règles. Donc ça, vous m'avez répondu très diplomatiquement pour ne pas me dire de tarif, on est d'accord. Mais est-ce que, oui, que ce soit un poids lourd, un poids léger, un middle, ils vont toucher tous la même chose ? Ou pas loin. Pas loin. Comment on définit justement une différence ? Comment se fait-il ? Alors, au-delà de la notoriété, j'imagine, c'est quoi le... C'est la notoriété, c'est le palmarès, c'est ce que le combattant apporte. Hein. Effectivement, un combattant qui débute, qui n'a que 2 combats professionnels, il ne touchera pas la même chose a priori que Grégory Baben, qui a une énorme expérience. Donc Grégory, il ne le sait peut-être pas encore, c'est celui qui va toucher le plus. C'est probable. C'est probable. Et il le sait déjà. Et combien, ça, on ne le saura pas, si j'ai bien compris. Ah oui, écoutez, nous, si l'athlète décide UFC, mais on ne fait pas à l'américaine, alors... Ah non, écoutez, nous, si l'athlète décide de révéler quel est son price mondial, il en est libre. Mais nous, dans le cadre du rapport contractuel que nous avons, il a un gain, on le garde confidentiel. C'est comme votre employeur, il ne colle pas sous votre manteau en sortant qu'est-ce que vous gagnez, mais c'est libre à vous. Trop cher. Ah, mais voilà, libre à lui, libre aux athlètes de dire qu'est-ce qu'ils vont gagner. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une équité et il y a une règle qui tient la route, justement, parce qu'on ne voulait pas créer de précédent. Justement, si on ne veut pas créer de précédent, il faut des critères objectifs qu'on applique à tout le monde si on veut durer. Alors, tout à l'heure, je le disais, Antoine, je disais que le MMA avait ceci de surprenant, malgré que ce soit un sport viril, qu'on imagine viril, dur, macho, tout ce qu'on veut, enfin un sport de combat, mais la place des femmes, c'est pas pour faire joli, c'est pas de la figuration. Les femmes, les combattantes MMA, ça génère du monde, ça génère du spectacle, ça génère de l'attractivité. Il y a des belles championnes quand même. Oui, parce que le MMA féminin s'est beaucoup développé et c'est notamment grâce à l'UFC. On se souvient, avant que l'UFC n'intègre les catégories féminines, c'était Ronda Rousey, la première à avoir combattu à l'UFC. Avant que l'UFC n'intègre des catégories féminines, il y avait quelques organisations qui organisaient déjà des combats féminins, mais il y avait très peu de combattantes dans le monde. Et moins il y a de combattants, bien évidemment, moins le niveau peut monter. Une fois que l'UFC a intégré les femmes, le niveau s'est mis à exploser. D'ailleurs, on a de plus en plus de catégories féminines maintenant. Et effectivement, au-delà des marchés internationaux, la Chine, l'Afrique et tout ça, avant même de s'attaquer à tout ça, l'UFC a pensé attaquons-nous déjà aux femmes. Et effectivement, des femmes, il y en a partout dans le monde. Il y a des combattantes partout dans le monde et il y a des championnes partout dans le monde. D'ailleurs, on a Rizlen au MMA Factory. Qu'on a reçu d'ailleurs avec Fernand dans Sport Palabre. Qui fera partie de la carte de l'Arès. Elle sera face à Jamila Sandora, une Brésilienne invaincue sur 5 combats. Et là, je ne vous demande pas votre pronostic, ni le vôtre. Ah si, moi j'ai un pronostic qu'il connaît, qui est un peu opposé au sien. Ah mais voilà, qui n'est pas le même. Voilà. Les filles seront payées la même chose que les garçons ? Ah bien sûr. Écoutez, ça par contre, c'est une conviction. Avant d'être une mission, pour moi, c'est une conviction. Non, mais c'est vrai. C'est une conviction. Je ne me voyais pas en train d'organiser, de structurer quelque chose sans que les femmes ne soient pas traitées au même pied d'égalité. C'est une conviction. Elles sont traitées, rémunérées à équité que les hommes. La question ne se pose même pas, pour vous dire. Bon. Petite question, dans l'histoire du MMA, alors je vous ai tous mené, qui a fait le plus pour le MMA ? Est-ce que c'est Royce Gracie ou McGregor ? Pour la notoriété. On a le choix entre les deux ? Ouais. J'aurais dit l'UFC.
C'est l'UFC qui a fait le Alors plus c'est marrant pour le parce que MMA. j'ai posé la même question il n'y a pas très longtemps. On m'a dit Dana White, c'est ça le patron de l'UFC? Dana White, mais non, mais équipe, bien évidemment. Mais qui, la personnalité qui a fait le plus? On rappelle que Royce Gracie, c'est un des premiers. C'est le premier, c'est lui qui a premier. fait connaître vraiment le MMA. Et maintenant, Conor McGregor, c'est lui qui l'a exposé aux yeux de tous. Voilà. Donc les deux ont une part importante dans Surtout le développement du on va demander MMA. à quelqu'un qui est concerné pour de vrai. Grégory, c'est qui pour vous qui a fait le plus? Il est concerné pour de vrai aussi. Non, mais- Mais, Il veut passer mettre un porte-à-faux. moi, je pourrais pas choisir. Les on est deux, d'accord qu'il y a un avant et un après McGregor quand même. mais les deux sont importants. Ouais, parce que sans Royce Gracie, il n'y aurait pas eu de McGregor. Je les trouve complémentaires. Je pense que le devoir de Gracie a été de rendre ça possible avec la première opposition intersportive. Ensuite, McGregor... Avec un champion de judo, hein, je crois, c'est ça Il s'est opposé à plein de gens. Ah, Enfin, différents- toute la famille s'opposait à différents styles. Ensuite, il y a la génération, le côté, la grosse marche de McGregor, ça a été de l'exposer au plus haut niveau possible avec son charisme et sa manière de fonctionner, notamment avec le dernier combat où on a eu les deux croisements entre la boxe anglaise et puis le MMA. Donc, du coup, les deux sont complémentaires. Vous qui êtes un puriste, Grégory, vous qui êtes un combattant, vous savez très bien que Mayweather, McGregor, c'est du spectacle. Mais non. Moi, je suis pas d'accord. Parce C'est que discutable, ça. Mais je suis pas Pourquoi d'accord. vous n'êtes pas d'accord? Mais parce que votre raisonnement, il est par opposition. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui soit contre. Je pense aujourd'hui, quand on parle de sport de combat, que ce soit la boxe, le MMA, le kickboxing, tous les complémentaires, ils sont tous amoureux d'une discipline sportive. C'est d'abord ça le plus important. Ce sont des sports de combat. Et que ce soit la boxe... Non, il ne faut pas qu'il y en ait un qui disparaisse au profit de l'autre. Et on raisonne comme ça, de façon arc-boutant, en disant c'est blanc ou noir. Mais non, mais ça peut être métis. Robin, vous pouvez pas dire l'inverse, vous pouvez pas être contre, vous pouvez pas, dire l'inverse. Le MMA fait beaucoup de mal au kickboxing. Oui. Non. Ah, si. Le MMA se fait sa place. Ouais, mais les arts martiaux. en prenant une place qui n'existait pas, il prend forcément la place d'autres personnes. Ouais, non, mais c'est, Ah non, ça ne ou peut-être, il leur aménage une place beaucoup plus propice à leur épanouissement. Et voilà, les gens qui faisaient du kickboxing, le taekwondo, qui ne pouvaient pas s'exprimer autre part que dans une compétition de kickboxing ou de taekwondo, vont pouvoir s'exprimer dans une cage. Aujourd'hui. Ma plus grande publicité, si j'étais le président de la Fédération internationale de judo, si je voulais montrer aux gens pourquoi et comment faire le judo, je donnerais Ronda Rousey comme exemple. Je dirais aux gens, vous voulez avoir un ascenseur social, la possibilité d'avoir la plus grosse exposition du monde. Cette femme, elle était vendeuse dans un fast-food il y a quelques années, juste après qu'elle ait été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Quelques années plus tard, elle paraît dans le magazine Forbes comme l'une des femmes qui a le plus gros salaire sportivement. Voilà ce que l'OMMA peut faire, en fait, des athlètes. Voilà ce que l'OMMA peut faire du judo. Alors que ce que j'instruirais aux gens, ce que je dirais aux gens, c'est vous voulez être Khabib, allez faire de la lutte. Vous voulez être Ronda Rousey, allez faire du judo. Quand vous avez maîtrisé ça éventuellement, vous pouvez le faire donc c'est complémentaire. Il faut pas. On peut avoir ce développement-là. L'OMMA vient créer des métiers. L'OMMA vient donner la possibilité à des personnes. Aujourd'hui, Greg va gagner sa vie en faisant son métier. Il est éducateur sportif, il va pouvoir gagner sa vie dessus. Mais cette place qu'il occupe comme éducateur sportif, s'il est décemment payé sur l'OMMA parce que la télévision est suit, il va libérer une place au Pôle emploi pour un éducateur sportif qui va prendre cette place. Vous, Grégory MMA direct ou MMA direct. À D'accord. la base, je faisais du foot, un tout autre sport. D'accord. Mais pour revenir, Tout est possible. Partie du foot au MMA. Pour revenir au combat de Mayweather face à McGregor, on a pu voir, et j'ai été le premier surpris, qu'il n'a pas démérité. Alors que son sport premier, c'est le MMA. Et Mayweather, c'est 42 victoires sans être vaincu. Donc il a créé la surprise quand même. Donc se dire qu'en pratiquant le MMA et en se perfectionnant sur une de ses nombreuses possibilités, on arrive quand même à, je vais dire, accrocher, parce que justement il a vraiment créé la surprise. Et je pense que moi le premier, j'aurais mis tous mes sous sur Mayweather, mais quand le premier round a commencé, j'ai dit voyons.
Et après, Mayweather a été plus malin parce qu'il a apporté le côté aussi stratégique où je pense qu'il pensait aussi démarrer plus fort et le finir plus vite. Et quand il a vu qu'il tenait la route, Donc, ils se sont vraiment affrontés. C'est un vrai affrontement. Ouais. Ouais. Et je pense que même Mayweather a été surpris. Antoine, le kickboxing a eu Jean-Claude Van Damme, le kung-fu Bruce Lee, la boxe Rocky. À quand une star du MMA Est-ce que ça fait aussi partie de l'histoire d'un sport de combat, c'est d'avoir une icône, alors romancée ou pas Une star française, vous voulez dire? Pourquoi Mais pas forcément française, hein, africaine. même Est-ce que on a Francis Ganou, dans quelques années, va se transformer en star de cinéma? Je pense qu'il aimerait bien. Il n'est pas dans Fast and Furious d'ailleurs? Si, Il n'a pas fait un truc. Je pense qu'il va le faire. Il a fait Fast and Furious, je crois qu'il va le faire. Absolument. C'est ça, en fait, le propre, le mérite de McGregor, Conor McGregor, c'est d'avoir mené l'idée du MMA sur le mainstream, de se dire c'est plus la petite bulle du MMA qui connaît le MMA, mais grâce à Conor, on connaît. Et je pense qu'il y a d'autres qui arrivent. Je pense même que on aura bientôt un Français qui pourra sortir du lot et pourra faire ça. Et je sais à qui vous pensez. C'est bien de le savoir. Mais qui a eu une belle victoire il n'y a pas très longtemps. Voilà. Si vous le savez, magnifique, c'est bien. Robin, ça fait partie comme le MMA est quand même assez jeune pour le grand public, il faut aussi que l'art, la culture populaire, périphérique, bien sûr. Ouais, s'associe à ça. Mais on y travaille. Je pense que le métier de Fernand et tous ceux qui l'accompagnent dans son MMA Factory, les éducateurs qu'ils ont autour, vont nous permettre, vont être aussi pour nous un magnifique outil pour essayer de raconter une histoire, de raconter l'histoire du MMA. Et voilà quoi, c'est faire comprendre aux gens, dédiaboliser un peu cette. C'est ce que j'allais vous dire, le plus grand combat du MMA que le MMA doit mener actuellement, c'est de casser cette image bien sûr, de brut, de sport violent. En France. Voilà, en France, hein. Voilà, uniquement. Il faut éduquer en fait le public. On va y arriver. C'est pour ça qu'il nous tarde justement que cette barrière légale tombe, parce que ça va donner justement, ça va nous laisser à nous comme aux autres acteurs la possibilité d'écrire justement une histoire, de raconter le MMA. Par ceux qui sont des acteurs, par nous qui arrivons autour de ça, de pouvoir raconter, lui qui est un journaliste, de pouvoir parler de ça partout et que les gens puissent le vivre. Venir voir ce que c'est, entre copains, en famille, que les gens puissent partager ça à la télé, sur leur tablette, et se faire aussi une opinion de ce qu'ils vont voir, de tous ces champions qui vont aussi arriver. Et plus ce sera le sport de la cité, plus ce sera partagé, et la pédagogie se fera comme ça. Alors, malheureusement, on va arriver au terme de l'émission. Fernand, on rappelle exactement le planning et le déroulé de Ares, ce championship qui va avoir lieu, qui va avoir lieu à Dakar. Comment ça commence, ça démarre quand? La Fight Week commence exactement le 10 décembre à Dakar au Sénégal. Donc arrivée de tout le staff, des athlètes. Ensuite le 11. Il y en a quoi, une vingtaine, c'est ça? 26. On a aujourd'hui on a 26, on a 13 combats. Donc il y a la première partie de l'événement qui sera diffusée sur le compte Facebook Ares Fighting Championship. On a la main card qui sera diffusée à la fois sur Canal+, dont je parle, Canal Sport 1, et puis l'UFC Fight Pass. Et puis on a la partie juste avant, parce qu'il faut savoir que l'UFC Fight Pass ce jour-là sera en live à partir d'une certaine heure avec l'UFC 245, et nous on est juste avant, et donc ceux qui veulent se connecter sur l'UFC, mettez-vous déjà sur l'UFC Fight Pass et vous allez basculer directement sur l'UFC après avoir regardé Ares. Et donc et voilà, on a une semaine où la veille on aura la pesée, donc on parle du 13 décembre, on aura la pesée, on aura le Media Day avec pas mal de journalistes et tout ça aussi, ce sera en live sur le compte Facebook de Ares Fighting Championship. Et puis bon voilà. On attend combien de personnes sur place? On entend un peu plus de 10 000 personnes sur l'esplanade. Antoine, on y croit? Ah oui, on y croit. Ils ont mis tous les éléments en place pour que ça marche et que ça fasse un vraiment bel événement. Grégory? J'y crois aussi. Non, mais impatient d'y être? Impatient, ouais. Surtout à Dakar. D'ailleurs, j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez choisi Dakar directement. Non, il y a des raisons. On va en faire une émission que pour ça. D'accord. Je vais répondre, pourquoi pas.
Hein? Pourquoi pas Non, Dakar? parce que moi j'ai mon idée là-dessus et c'est pour ça que j'aurais voulu savoir. Ah, mais on en parlera autour d'un D'accord. café tout à l'heure. alors. Grégory, vous reviendrez nous raconter comment ça s'est passé. Je Oui. compte sur vous. Ok, ça sera fait. Robin, est-ce que vous pouvez dire clairement à nos téléspectateurs qu'en regardant notre chaîne, ils peuvent gagner des places Ah bah écoutez, je vous le dis en direct. Écoutez, si vous voulez gagner des places pour la compétition de Dakar, le lancement de la Ligue ARS, écoutez, jouez sur le compte Stade Afrique, regardez l'émission Sport par là et vous gagnerez des places. Et si vous êtes plus nombreux à jouer, vous gagnerez aussi des places VIP. On s'attend à un succès? Écoutez, on fait tout pour. Maintenant, vous savez, on laisse le temps faire les choses et je vous répondrai le 14 au soir à 1h du matin. D'accord. Robin, en tout cas, nous on y croit, c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette émission dédiée au MMA. Vous savez que la chaîne est proche du MMA, qu'on y croit bien évidemment. J'ai titillé exprès Robin, titillé exprès Fernand. C'est un sport entre nous, on aime bien ça. On refera une émission, je vous invite messieurs tout de suite à refaire avec le même plateau. On fera un petit bilan en 2020 sur notre chaîne pour parler de la réussite de ARS 14 décembre à Dakar et de ce qui est à venir après. Je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas qu'on aime le sport, on aime l'Afrique, c'est Stade Afrique. Ciao tout le monde.